Bonsoir et merci d'être parmi nous pour cette soirée où on va parler de laïcité. Une soirée qui va être un peu dans la continuité du colloque que la CBR a organisé au mois d'octobre sur laïcité vivre ensemble au Sénat, et dans les actes sont dans ce numéro de la revue de la CBR qui vient de sortir, donc vous pouvez le trouver là-haut. Donc c'est un peu dans la même démarche, la même réflexion. Nous avons le plaisir de recevoir des amis avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Elisabeth Chemla, pour un livre qui s'appelle « Islam, l'épreuve française », qui aurait pu s'appeler « La France, l'épreuve islamiste ». Et puis Alain Sexy qui a contribué à ce petit récit de la laïcité coordonné par Éric Ferrand et préfacé par Robert Badinter. Donc voilà, on va parler de ces deux livres, de la laïcité, de l'état de la laïcité en France aujourd'hui. Je voudrais juste dire deux ou trois petites choses à ce propos avant de passer la parole à Souhaib Baïssa, qui a vraiment très très bien préparé cette soirée, comme vous allez le voir, qui a lu très attentivement les livres, voilà. C'est pas son cas, c'est ça qui quel plaisir de travailler avec Souhaib. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que au début des années 93, quand des gens comme moi qui ont quitté l'Algérie pour les raisons que l'on sait, parce que l'islamisme faisait preuve d'une violence qui ne nous laissait pas de place ailleurs que dans les cimetières. Quand on est arrivé en France et qu'on essayait d'attirer l'attention de la société française, des politiques, des intellectuels français sur le danger islamiste, on avait trouvé très très peu d'écho à cette époque-là, où on disait plutôt que parce qu'il y a eu l'interruption des fameux processus électoraux en Algérie, etc., qu'on était des démocrates qui n'étaient pas fréquentables. Donc on a trouvé très très peu de soutien, et Alain Sexig et Elisabeth Chemla faisaient partie des gens justement qui, eux, nous ont entendus, et puis on saura 20 ans après, malheureusement, que nous avions raison d'une certaine manière, que l'islamisme n'allait pas s'arrêter, comme le nuage de Tchernobyl à l'entrée du ciel français. Donc voilà, je voulais dire ça. Et je voulais dire aussi que je me suis beaucoup appuyé sur Souhaib pour cette soirée, parce que c'est une... Souhaib est née en France. Elle a passé sa petite enfance en France, après quoi elle a eu une expérience algérienne, où elle découvre que quand même le climat laïque français avait un certain nombre d'avantages, et puis elle est revenue avec cette problématique de la laïcité qui lui est chevillée à l'esprit, et qui est une militante féministe et de la laïcité, avec qui on a mené beaucoup de combats, mais elle le dira elle-même. Donc je lui passe tout de suite la parole. Elle va présenter Elisabeth et Alain ainsi que leur livre, puis on va poser quelques questions et on aura un échange avec vous aussi. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse de vous voir parmi nous. Et c'est toujours un plaisir, c'est vrai, d'animer une soirée à la CB autour de cette thématique d'ouvrir les guillemets. Et je suis bien contente que ce soir, la thématique d'ouvrir les guillemets se porte sur deux livres qui vont nous parlent de laïcité. Et je vais commencer par Elisabeth Chemla. C'est vrai qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même tenter de présenter. Donc Elisabeth Chemla, tout le monde le sait, elle est journaliste et écrivaine française. Dans les années 70, elle a été à l'Express, et puis après, elle est partie au Nouvel Observateur, le lapsus révélateur, au Nouvel Observateur pendant une vingtaine d'années, où elle a été aussi grand reporter, mais surtout elle a été la rédactrice en chef, chargée de la responsabilité de la une de ce magazine. Elisabeth Chemla, je ne sais pas si l'on peut dire, si vous m'autorisez à le dire, que vous êtes une féministe, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de sensible à la cause des femmes.
parce que vous allez traiter de sujets qui concernent les femmes, que ce soit sur le voile, que ce soit la question du sida, que ce soit la question de l'évolution des femmes dans la société, et vous en êtes une digne représentante. Mais aussi, ce qui me plaît à travers Elisabeth Chemla, c'est qu'elle se définit comme une républicaine, laïque, citoyenne, attachée aux valeurs humanistes. Et si je reviens sur le parcours d'Elisabeth Chemla dans l'actualité, elle est très au fait des questions du Proche-Orient, du Maghreb, mais de toutes ces questions aussi du retour à l'antisémitisme. Et d'ailleurs, en 2009, elle gagne le procès qu'elle attend contre Dieudonné pour diffamation. Elisabeth Chemla, nous, on la connaît bien parce qu'elle est née en Algérie, à Alger. Voilà. Et elle a écrit 2 livres, un qui est Une Algérienne debout, Khalida Messaoudi, sur lequel on ne s'étendra pas, et le deuxième qui est celui qui a été écrit en 2000, Mon journal d'Algérie. Je vais venir sur ce livre-là, Islam, l'épreuve française. Au premier abord, c'est un livre très agréable et très facile à lire parce que Elisabeth Chemla l'a écrit dans le style de chronique journalistique et en plus, il pullule d'informations très intéressantes. Mais avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre courageux par les temps qui courent. Et dans cette période où se côtoient et cheminent ensemble les multiculturalistes, l'extrême droite du monde occidental et l'extrême droite du monde musulman qui sont nos islamistes, les groupes identitaires et les calculateurs à très courte vue des futurs scrutins électoraux, qu'il s'agisse des députés, des maires, des conseillers généraux, dès le début, elle nous met dans le bain et elle débusque dès sa préface le nouvel habillage des discours et des comportements attentatoires à la laïcité. Elle nous parle de ce fameux rappeur du Havre, Medine, avec sa chanson « Don't Panic, I'm Muslim ». Tout nous conduit à nouveau vers l'endoctrinement, le prosélytisme et l'ordre. Et cet ordre, comme elle le dit bien aussi dès le 2e chapitre de son livre, cet ordre a comme commencement les femmes, toujours les femmes. Et elle va nous parler pas simplement du voile, du niqab et de la burqa, non. Elle débusque ce que nos copines, parfois féministes, ne veulent pas entendre, celui des comportements misogynes, des comportements qui portent atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais surtout la poigne de fer, comme je le rappelle à chaque fois, des chaperons et le contrôle étroit des frères sur leurs sœurs, sur leurs mères et sur les filles du quartier. Vos questionnements dans ce livre, vous les partagez avec les lecteurs et les lectrices et vous tentez d'y apporter des réponses. Vous posez des questions aux lecteurs, dès la page 15, on a une série de questions, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais en donner 2 ou 3. Alors, elle nous parle, oui voilà, elle nous dit que les politiques godillent péniblement, un coup à gauche, un coup à droite, mais toujours promis, juré, dans le respect du sacro-saint principe de laïcité, prétendent-ils. Si une France bientôt musulmane relève du pur fantasme, reste l'incontestable, ce que nous avons tous sous les yeux, tandis que les églises souvent rebaptisées en musées attirent des foules en quête de voûtes magistrales, de chefs-d'œuvre picturaux, d'émotions artistiques et non plus cultuelles, les mosquées, en nombre croissant, dressent leurs minarets, drainent des fidèles, bruissent de leurs agenouillements et vibrent de leurs prières. Les cloches continuent à sonner partout, mais ici ou là, le muezzin nasit déjà. Les unes égrènent le temps qui fuit, l'autre appelle et convertit.
Et ça, c'est vraiment la notion dans ce que vous dites de ce qu'on appelle, nous, le born again, et qu'on est vraiment dans le désir d'une reconfessionnalisation de la société. Et vous partez aussi dans ce livre de 1989, et alors il y a une phrase, je l'avais oubliée, qu'il avait prononcée, cette fameuse phrase de Lionel Jospin, au moment où vous l'interviewez sur le port du voile à l'école, c'est « Je m'en fiche que la France s'islamise ». Et donc, tout au long de votre livre, on va découvrir comment ça monte au fur et à mesure pour arriver au climat que l'on a actuellement. Et donc, ça va de Lionel Jospin à « Je m'en fiche que la France s'islamise », à la frilosité du Conseil d'État face à la question du port du voile à l'école par les jeunes filles, en passant par la commission Stasi qui a permis de pallier à une certaine cacophonie sans régler sur le fond le socle fondamental de la République française, la laïcité, tous les louvoiements des ministres de l'Intérieur pour créer un islam de France, et votre passage sur la création du CFCM, alors pour moi, est très instructive et a été très intéressante. Le rapport Thuot, et on en reviendra parce que je pense que tant Elisabeth Chebla que Alain Sexic sur le rapport Thuot pourront nous en parler. Les imams, la ville du Havre, Mohamed Merah, les organisations politico-religieuses telles que l'UOIF, la mosquée de Paris. En fin de compte, Elisabeth, à travers ce livre, vous informez, vous éclairez, vous bâtissez, non pas des églises, ni des mosquées, ni des temples, ni des synagogues, mais vous bâtissez une critique sur toutes les compromissions politiques, voire les lâchetés. Et dans ce livre, vous le dites clairement, nous payons les 30 ans de compromission, de lâcheté, de compromission politique, de lâcheté politique. Alors ma première question, c'est, pouvez-vous nous dire comment bâtir une société française d'égalité, de cohésion sociale, où depuis 30 ans, il existe pour un certain nombre d'intellectuels, d'hommes et de femmes politiques, d'altermondialistes et même de féministes qui ont une grande difficulté à séparer religion et culture et qui ne s'interrogent pas sur l'interaction du religieux avec le social et le politique et qui ne s'interrogent pas sur ce qu'est réellement l'islamisme. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que ça... Voilà. Et de la façon dont vous avez résumé brillamment mon ouvrage. J'avoue que votre question me laisse perplexe. Elle me laisse perplexe parce que je pense que je n'ose à peu près pas le dire, mais en réalité, c'est peut-être la première fois de ma vie que je suis extrêmement pessimiste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pardon de le dire comme ça, mais un peu que c'est fichu maintenant, que c'est trop tard. On ne devrait jamais dire ça quand on est devant un auditoire, et encore moins quand on essaye de proposer des solutions, ce que je fais d'ailleurs, je m'y hasarde dans le dernier chapitre du livre. Mais je pense qu'on est à un carrefour à la fois psychopolitique, intellectuel, social, partout d'ailleurs, notamment en Europe, extrêmement particulier et qui explique ce pessimisme qui est le mien, et je déteste dire que je suis pessimiste. Mais on a, du point de vue de la laïcité, je crois qu'on est à, et c'est ce qui explique d'ailleurs la pénétration de l'islamisme en France, on a été pris de court. Et on a été pris de court parce que même si la laïcité n'est en fait installée que réellement que depuis assez peu de temps en France, les deux grandes tragédies du siècle dernier, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qu'elles ont entraîné de prise de conscience collective, historique, le fait que progressivement la loi de 1905 est entrée dans une réalité pratique, que par ailleurs il y a eu un élan et des réalisations vers le progrès, le consumérisme, tout ceci a contribué, me semble-t-il, à faire que peu à peu la France a oublié Dieu.
et a oublié d'une certaine façon ce qu'était la religion. Et notre laïcité s'étant imposée sur, c'est sa spécificité, sur un combat extrêmement particulier, et un vrai combat, une vraie guerre contre une religion dominante depuis des siècles, des millénaires même, et qui était la religion catholique. Ce qui explique notre particularité française. Et Dieu a déserté d'une certaine façon l'Hexagone. On est entré de surcroît, je le disais, dans un consumérisme considérable. Puis il y a eu, et c'est le cas aujourd'hui, un triomphe du capitalisme. Je ne dis pas ça en portant un jugement dessus, je mets simplement les choses à plat. Et ce jugement du capitalisme va de pair avec une explosion technologique, de technologies qui sont d'ailleurs le fait du grand capitalisme, et qui sont un bouleversement, une révolution quasiment de l'espèce humaine, je trouve, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on individualise tout à l'extrême, pour ne plus en faire qu'un marché, à partir du moment où on abolit le temps et l'espace, ce qui est le cas d'Internet, on entre dans une révolution que nous ne maîtrisons pas du tout, qui va aider certaines religions, certaines sectes, le terrorisme, tout ce que nous savons, mais qui profondément disloque totalement les tissus sociaux absolument partout. Je crois que c'est un point fondamental. Ceci s'accompagnant du fait que on avait oublié Dieu, enivré par cette mutation dans laquelle nous sommes plongés, fait qu'on n'a pas prêté attention, je crois, au fait qu'arrivait une religion, par vagues successives, pour des raisons différentes, dans des contextes historiques différents d'ailleurs aussi, qu'arrivait une religion extrêmement puissante, conquérante, vivace, et elle a explosé tout à coup au visage de la France, mais je crois que c'est un phénomène qu'on a eu et qu'on a toujours beaucoup de difficultés à appréhender, tout simplement parce que, globalement, même si aujourd'hui on voit un renouveau catholique et chrétien, on en avait au fond perdu l'habitude, si ce n'est la trace. Donc je pense que l'islam, et notamment l'islamisme, parce que je crois qu'il est très difficile aujourd'hui de dissocier réellement et profondément les deux, dans la mesure où il y a une islamisation, une réislamisation de ce que l'on appelle les musulmans, et une islamisation très déterminée de ceux qui ne sont pas des musulmans, et je fais évidemment allusion à la conversion. Tout ceci entraîne, me semble-t-il, une prise de conscience qui est trop tardive et qui se déroule elle-même sur deux autres phénomènes très très importants à mes yeux. Le premier qui est l'échec de la politique d'intégration de toutes les populations successives qui se sont installées puis qui ont fait souche sur le territoire français. Et je brosse à grands traits, mais je suis navrée de le faire ainsi, mais je pense qu'il y a eu aussi toute une idéologie de gauche associative qui a consisté à considérer que tous les immigrés, toutes les vagues d'immigrés, puis leurs enfants, étaient d'abord des victimes, donc avaient d'abord des droits et fort peu de devoirs, tout ceci s'accompagnant d'une manne financière dont on parle rarement, mais qui a contribué à entretenir ce phénomène de la victimisation qui est très important et qu'on retrouve avec Mera, avec beaucoup d'autres personnalités. Et le deuxième facteur qui me paraît également extrêmement important, c'est qu'il y a eu, du point de vue de la politique elle-même, une triche permanente des élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, notamment à partir de la formation du CFCM, une triche fondamentale avec la laïcité.
Et cette triche fondamentale sur la laïcité et le respect de la loi de 1905 par les élus, que ce soit les maires, les conseillers régionaux, généraux, etc., mais je pense évidemment particulièrement aux maires, on reviendra peut-être sur ce sujet tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu cette triche sur la laïcité, au moment même où on avait oublié Dieu, au moment même où on était plongé dans où on est plongé dans ce consumérisme, alors qu'apparaissait cette religion prosélyte et conquérante, et en même temps, tout ceci en même temps a fait que, selon moi, la laïcité elle-même, sur fond de diversité culturelle et de désarroi identitaire, a pris un coup dans l'aile qui est décisif. On le voit d'ailleurs à travers toute l'actualité d'aujourd'hui. Alors on est encore dans une prise de conscience qui est d'ailleurs qui a lieu de tous côtés, mais qui se traduit par un certain nombre d'affrontements auxquels nous assistons régulièrement dans l'actualité. Mais ce qui me semble le point le plus crucial aujourd'hui, c'est que cette laïcité telle que nous l'avons faite en 1905, vers laquelle nous avons tendu et que nous avons installée au fond pour un très court temps historique, est un modèle, c'est en tous les cas comme ça que je le ressens et c'est pour ça que je parle de pessimisme, est un modèle qui ne correspond plus complètement aux sociétés modernes, mondialisées, qui sont les nôtres. Et je pense que c'est là-dessus que se situe le double phénomène de la réislamisation et de l'islamisation. Moi, bon, c'est vrai que je suis la modératrice, mais je vais me permettre de donner mon petit point de vue. Je ne le partage pas tout à fait parce que cette histoire de la victimisation, moi je trouve que c'est la brèche qu'ont trouvé les islamistes en France et en Europe, tout comme ils l'ont trouvé dans nos pays, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, etc., pour faire leur prosélytisme, pour faire leur politique, etc. Alors, moi, me parler de victimisation, oui, mais jusqu'à un certain seuil, parce que je sais que les outils utilisés par les islamistes, que ce soit en France ou dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, sont les mêmes. Ils se montrent comme ceux qui sont capables d'apporter une réponse justement à ce que vous dites, à cette société consumériste, corrompue, des régimes corrompus, etc. Et on l'a vu lors des soulèvements populaires, que ce soit en Tunisie et surtout en Égypte, quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont pas pu apporter de réponse. Et pour moi, le cas le plus probant reste toujours l'Iran, pour lequel je ne peux pas dire que dans une république islamique, les Iraniens et les Iraniennes soient des citoyens et des citoyennes épanouis et que les régimes qu'ils ont en place ont retiré tous les phénomènes de la corruption, de la triche et de tout ce qui fait qu'une société autoritaire a comme terreau. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dénonçais justement le phénomène de la victimisation, dont je crois qu'il est en effet une brèche considérable avec la complicité des autorités et en particulier, il faut quand même bien le dire, de la gauche française, à laquelle je me sens toujours appartenir, mais parce qu'il n'y a aucun combat perdu d'avance, comme le disait Canetti, sauf celui que l'on n'a pas mené. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je crois aussi que c'est pour ça que j'ai appelé Areski le livre « Islam, l'épreuve française ». C'est que je pense que d'ailleurs on va s'apesantir sur ce point-là, non, sur le point du fait que aujourd'hui, c'est la grande différence. D'ailleurs, j'ai entendu l'autre jour un ami me raconter une histoire qui dure une phrase, donc je ne vais pas vous ennuyer, mais j'ai trouvé qu'elle résumait beaucoup de choses. Alors pardon, nous sommes en terre berbère et je vais parler d'arabe, mais l'histoire est la suivante, et c'est une question. Quelle différence y a-t-il entre un arabe et un pied noir? Ben, le pied noir est né en Algérie et l'arabe en France.
Et cette histoire-là, qu'un ami m'a raconté l'autre jour, m'a paru un saisissant raccourci de ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ce qui change tout aujourd'hui, c'est que nous sommes sur avec cette réislamisation et avec l'islamisation, nous sommes sur un problème qui ne concerne que des Français, qui est un problème franco-français. Et ça, c'est la grande donne nouvelle avec laquelle il faut faire et qui d'ailleurs à la fois simplifie tout et complique tout. Mohamed Merah, certes il a la double nationalité, mais Mohamed Merah est français. Et c'est une donnée nouvelle et fondamentale, puisqu'on en est maintenant à 3 générations. Et donc nous sommes sur un problème structurel de la société française, de la société en tant que tissu social, et de la société évidemment en tant que société politique. Donc nous sommes sur un problème franco-français. Voilà pourquoi... je suis navrée parce que tout ça est à très très grand trait, mais enfin je pense que après dans les questions et après que Alain ait parlé, on approfondira peut-être certains aspects des choses. Voilà pourquoi le financement de l'islam en France est absolument fondamental et contradictoire du fait que nous sommes aujourd'hui sur un problème français. À la limite, on pouvait dire que tant qu'on avait affaire à un islam consulaire, avec des pays d'origine qui, progressivement, je ne parle pas seulement de l'Algérie, je parle aussi de tout le Maghreb, de la Turquie et de l'Afrique subsaharienne, cela va de soi. Tant que l'on était sur un islam consulaire, avant que le wahhabisme et les frères musulmans agités et tenus et financés par les wahhabites qataris ne prennent l'influence fondamentale sur l'islam en France, on pouvait considérer que le financement, après tout, surtout dans le cadre de notre loi de 1905, que le financement étranger pouvait avoir, je ne l'ai jamais pensé personnellement, une justification. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un problème français fondamental d'une évolution profonde de notre société, avec un financement qui est quasi totalement étranger, sauf la part qui est celle des municipalités et qui est une part de détournement sous la forme des baux amphithéotiques et de la loi des subventions, loi d'association 1901, pour les centres culturels qui jouxtent les lieux de culte, les mosquées, pardon. Oui, les établissements culturels. Les établissements culturels. Donc, à part cette partie française proprement dite, qui peut varier de 5 à 20 ou 25%, tout le reste est du financement étranger. Ce qui revient à dire que nous avons aujourd'hui en France une génération que j'appelle la génération islam, grosso modo, pour évidemment essayer d'exprimer une réalité plus complexe, qui est entièrement financée par le wahhabisme pour l'essentiel, c'est-à-dire quand même le pire du fondamentalisme de la planète, et également par les frères musulmans à travers l'UOIF, mais aussi par les Turcs, que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec Erdogan, ou que ce soit Millî-Görüş, c'est-à-dire des mouvements beaucoup plus intégristes et extrémistes. D'où la question fondamentale pour la laïcité française, devant laquelle on continue à reculer parce qu'elle est monstrueusement compliquée, ce n'est pas Alain qui va dire le contraire, je pense, c'est que est-ce que nous ne sommes pas à un moment où il faut décider, puisque la loi de 1905 impose de ne pas financer le culte, et qu'en même temps, ce financement a quand même lieu de la façon la plus détournée possible, en tous les cas pour une part, est-ce qu'il ne faut pas, à travers ce problème fondamental du financement, poser la question, et c'est ce que je fais dans le livre,
de la modification éventuelle de la loi de 1905, et qui est, je pense, certainement en débat aussi ce soir entre nous. Ben oui, parce que moi, vous m'avez devancé, c'était ma question suivante, parce que moi, c'est ce qui m'a interpellée aussi dans votre livre, c'est cette question de modifier la loi de 1905 pour le financement de l'islam. Et pour moi, je me suis posé la question, mais est-ce que de modifier la loi de 1905 sur la base du financement du culte, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ça ne permettrait pas d'ouvrir des brèches dans la modification de cette loi 1905 et que d'un seul coup, on ait tous les cultes qui, justement, se permettent de rentrer dans cette brèche et qui, au nom, viendraient nous dire que, alors qu'il y aurait inégalité de traitement entre les différents cultes et que ça permettrait de revoir cette question-là, non pas simplement pour cette religion musulmane, mais que d'un seul coup, tous les cultes nous diraient qu'au nom d'une égalité de traitement, il faudrait revoir aussi le financement des églises, le financement des synagogues, le financement des temples bouddhistes, etc., de toutes les religions reconnues dans notre République française. Et que justement, cette loi 1905 nous protégeait de ce financement du culte et que l'argent, notre argent du service de citoyens et du service public ne sert pas à ce financement du culte. Alors, quelle proposition vous avez pour nous parler de ce financement du culte? Et on reviendra sur le livre d'Alain aussi, mais Alain, j'aimerais bien que tu puisses nous répondre aussi à cette question-là. Je me plierai à l'injonction sans problème. Tu veux en parler maintenant, puis je rebondirai. Oui. Personnellement, je trouve très problématique, voire dangereux de toucher la loi de 1905, qui est un équilibre qu'on a su trouver chaque fois qu'il y a eu des tentatives pour le faire, c'était difficile. En revanche, je pense qu'elle permet déjà, cette loi de 1905, un certain nombre d'aménagements, disons, en tous les cas un certain nombre de décisions, qui semblent rejeter la pratique des baux amphithéotiques. Moi, je pense que ça ne contrevient pas à la loi de 1905, et c'est la marque, d'une certaine manière, d'un égard vis-à-vis des religions. Parce que la loi de 1905, effectivement, elle arrive après des décennies de combats brutals. 1850, à l'Assemblée nationale, notre grand Victor Hugo se fait huer par les tenants du parti clérical, il se fait insulter, agonir. Bon, et puis on sait qu'on a fait donner l'armée contre l'Église, etc. Ça a été un combat violent, mais c'est une grande loi de compromis qui est venue mettre fin à cela. Et moi, j'aime l'idée de compromis. Une grande loi de compromis, qui n'a pas été acceptée d'entrée de jeu d'ailleurs, puisque le pape Pie X, sitôt la loi votée, le 9 décembre 1905, rompt les relations diplomatiques avec la France en février 1906. Et les relations diplomatiques, sur la base de la loi, uniquement pour rejeter cette loi, bien entendu. Et les relations diplomatiques ne sont réouvertes qu'en 1921. On est sur ça. Depuis, chaque fois que la conférence des évêques se réunit, elle inscrit ses travaux dans le cadre de la République laïque et la démo pour la République laïque. Et cette loi de 1905, donc, elle comporte un certain nombre qui est une loi de compromis, encore une fois, elle comporte un certain nombre d'égards vis-à-vis des religions. Je vais en citer un tout simple. À l'époque, c'était le jeudi que nous n'avions pas cours à l'école. Je ne me souviens plus d'ailleurs, c'était le jeudi toute la journée ou jeudi après-midi. Jeudi après-midi. Entre-temps, c'est devenu le mercredi. Pour les plus jeunes qui l'avaient connu le mercredi, nous l'avions connu le jeudi. Mais ça n'était évidemment pas du tout à l'époque parce que des chronobiologistes avaient dit qu'il fallait respecter les rythmes de l'enfant, etc. C'était pour permettre aux parents qui le souhaitaient d'envoyer leur enfant au catéchisme. Voilà. C'est pour ça qu'on avait accordé le jeudi après-midi. Donc, le bail amphithéotique, ça me paraît relever de cette logique-là. De la même manière, d'ailleurs, que dans les grandes entreprises de l'industrie automobile dans les années 50, les années 60, pour lesquels on a fait venir de nombreux travailleurs des pays du Maghreb, des hommes seuls pour la plupart du temps, pour lesquels on a construit des foyers, ce serait long
a détaillé la manière dont ils étaient financés. Pour une part, ils étaient financés par les allocations familiales que ne touchaient pas dans leur intégralité les travailleurs immigrés qui avaient laissé leurs enfants au pays. Donc on ne leur donnait ici en France qu'une partie, et l'autre partie qui correspondait au nombre d'enfants qu'ils avaient restés au pays était versée dans un fonds, le Fonds d'action sociale, où j'ai d'ailleurs travaillé. C'est le général de Gaulle qui l'avait créé en 1958. Ce n'était pas du temps du général de Gaulle que j'avais travaillé, je vous précise. Comment dire, ce fonds a notamment servi à construire les foyers. Autre égard, dans les grandes entreprises de l'automobile, à la demande de salariés de confession musulmane, on a même construit des salles de prière dans ces entreprises. Et elles existent encore, là où elles ont été bâties. Et là, ça devient un problème, un vrai grand problème. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de lieux de culte musulmans en France. En 1985, période assez récente, il y en avait à peu près 900 lieux de culte musulmans. Aujourd'hui, on en dénombre 2300 entre 2300 et 2400. Ce sont des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, le Bureau des cultes, et qui sont corroborés sur le site. J'ai oublié comment il s'appelle ce site exactement. Non, c'est Trouve ma mosquée, mais c'est sur un site, c'est un onglet Trouve ta mosquée, Trouve ta mosquée, et c'est, je vais vous dire, non, c'est, je vais vous le dire, c'est le Salon international du monde musulman, le site. Salon international du monde musulman. Encore, le bureau des cultes est-il très scrupuleux, puisqu'il distingue les salles de prière des mosquées. Et sur le site Salon international du monde musulman, les presque 2400 lieux de culte musulmans en France sont recensés sous le vocable mosquée. Et effectivement, il y a cet onglet trouve ta mosquée. En Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, on a davantage de lieux de culte musulmans que de chapelles et d'églises pour le culte catholique. En Seine-Saint-Denis, là, à la basilique Saint-Denis, les anciens rois de France sont enterrés. Donc, on n'est pas du tout, plus du tout dans le cas de figure qu'on a pu connaître, y compris dans les années 70-80 en France, mais moins encore dans les années 50. Donc on peut comprendre, on peut même apprécier qu'il y ait eu ce type de pratique d'égard vis-à-vis des salariés. Ça ne se justifie plus aujourd'hui. Or, voici 2 ans, je participais à un débat avec des chefs d'entreprise, et il y avait notamment à la tribune le responsable des relations publiques du groupe PSA. Alors donc il y a des lieux de culte à Aulnay, etc. Et je lui pose la question, mais si des salariés d'autres confessions vous demandent, parce qu'il justifiait lui l'existence, le maintien de ces lieux de salles de prière dans les entreprises, je lui dis, mais si des salariés d'autres confessions vous demandent une salle de prière, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, ça vient de se poser sur le site de Rennes, de PSA, des salariés évangélistes ont demandé une salle de prière, et quelle a été la réponse de la direction locale de PSA s'est tournée vers le national, et le national a dit, donnez-leur une salle. Il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans. Voilà, ça s'est produit en France. Donc on se dit, ça ne peut pas comme si on allait à l'entreprise pour prier. Enfin bon, ce qui pouvait se comprendre, encore une fois, comme un égard dans les années 50, ça ne peut plus se justifier aujourd'hui. Alors, le problème de la laïcité aujourd'hui, moi je ne conteste pas en plus les baux amphithéotiques ou les subventions en tant que telles. Non, ce que je dis simplement, c'est que c'est hypocritement fait, c'est-à-dire que les mêmes qui en fait quand même utilisent la loi ou la détournent, enfin ce que Juppé résume très bien en disant je me débrouille avec ça et surtout il ne faut pas le mettre sur la table parce qu'on fait à peu près tout exploser. Il n'a pas forcément tort d'ailleurs. J'essayais surtout d'expliquer quel était le système. Mais par rapport à la laïcité même, alors pour essayer de répondre à votre question, d'abord il y a la formation des imams. Les imams en France, on tourne toujours autour du problème du financement et de l'exportation ou de l'importation selon l'endroit où on se place,
notamment du wahhabisme. Il n'y a rien à faire, on est autour de cette question-là, elle est absolument centrale. Donc les imams aujourd'hui en France, vous en avez à peine un tiers, sur les 2300, 2400, à peine un tiers qui parlent français. Donc déjà avec ça, on est sur une ignorance quasi totale de la langue, de la culture, de l'histoire, des institutions, du fonctionnement politique, du tissu social, du pays qui n'est même plus un pays d'accueil, dans lequel ces imams évoluent. C'est extrêmement grave, puisque même si Internet joue en effet un rôle considérable, mais ces mêmes imams, pour beaucoup d'entre eux, sont présents sur Internet. C'est pour ça que chaque fois qu'on me dit « Oui, mais vous expliquez que les imams ont un rôle considérable alors qu'aujourd'hui c'est Internet », ben, la seule chose, c'est que les gens sont un petit peu incultes et qu'ils surtout, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il en est réellement, et que beaucoup des imams, petits, moyens ou grands dont nous parlons, sont eux-mêmes faisant leur prêche, renvoyant à d'autres sites beaucoup plus incendiaires encore, sur Internet. Alors, on a le problème de la formation des imams. Il y a une façon de contourner ce problème-là, puisqu'aujourd'hui, il y a seulement l'Institut de la Nièvre, qui est entièrement tenu par les frères musulmans, sous la houlette du Cheikh Karadawi, qui est leur leader et qui, je le rappelle toujours, a écrit avec le licite et le licite le deuxième livre le plus lu de la planète musulmane après la Bible, après le Coran, qui a une succursale aujourd'hui en Île-de-France. Et puis il y a un embryon de formation séculière à l'Institut catholique à Paris pour un certain nombre de ces jeunes imams. Mais il n'y a rien d'autre. Donc une des propositions que je fais, mais enfin c'est juste pour ouvrir un débat, c'est de dire qu'il y a une terre concordataire en France, et que cette école, une école d'imams, pourrait se trouver encore en terre concordataire, ce qui réglerait un des aspects, en tous les cas, de la remise en cause de la loi de 1905. Alors, dès que vous dites ça, tout le monde vous regarde avec des grands yeux. Seulement, le problème, c'est que j'étais à Strasbourg en juillet, et j'ai quand même été assez fasciné d'apprendre que pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu le sais, Alain, que les Turcs, et notamment le Bilgoruch, ont ouvert une école de formation de leurs imams turcs à Strasbourg, pendant que nous continuons à nous demander ce qu'il faut faire avec l'ensemble des imams, qui est dans un état, il faut bien le dire, assez apocalyptique en France. Donc, il y a déjà une solution. L'autre aspect, c'est vrai que réviser la loi de 1905, ça peut être, je n'en disconviens pas du tout, ça peut être vraiment l'ouverture de la boîte de Pandore. Mais c'est là où nous sommes piégés. C'est pour ça que je suis pessimiste. Parce que si on l'ouvre, même si on continue avec les baux amphithéotiques et avec les subventions aux partis culturels, ça ne peut pas représenter plus du pourcentage, je parle sous vraiment ton contrôle, mais plus du pourcentage que je disais tout à l'heure. Reste qu'il y a toujours 70% du financement qui vient de l'Arabie Saoudite. Et là où nous sommes piégés, c'est que si on continue à laisser ce financement se faire sous prétexte qu'il faut absolument respecter la loi de 1905, eh bien c'est très simple. L'islamisation que l'on a sous les yeux de notre pays, je dis bien l'islamisation, au très mauvais sens du terme, va non seulement continuer, mais elle va s'amplifier. Et quand vous voyez en plus l'hypocrisie monstrueuse de nos dirigeants, qu'ils s'appellent Sarkozy ou qu'ils s'appellent Hollande, l'un étant moins hypocrite que l'autre d'ailleurs finalement, avec le Qatar, parce qu'on sait très bien aussi quelle influence le Qatar et quel financement et quelle part de financement il a dans l'islamisation de la France. Alors on est là, on vous parle des grands hôtels, on vous parle du PSG, on vous parle des Jeux Olympiques, on vous parle de tout, mais seulement ce qu'on ne dit pas, c'est que parallèlement à l'Arabie Saoudite,
mais en étant eux-mêmes des wahhabites, mais en ayant choisi les frères musulmans simplement pour essayer d'avoir une sphère d'influence plus importante contre l'Arabie saoudite en France, on ne parle pas de la pénétration islamiste, fondamentaliste, intégriste, que tout ça représente. Et alors, sous prétexte qu'on est écartelé, comme toujours d'ailleurs quand on est dans ce genre de situation psychique, mentale, ben, du coup on laisse faire et les choses continuent à diffuser et à se propager. Donc on est devant un vrai énorme problème. Il est d'autant plus énorme, Elisabeth, que ce fondamentalisme, il ne s'arrête pas au PSG et au Qatar, comme vous le dites. Il est beaucoup plus pernicieux, puisqu'aujourd'hui il s'est introduit dans les quartiers populaires et qu'il tente de racheter les dettes qui ont été faites par les communes et que la mise sous tutelle à la place de la banque Dexia deviendrait la mise sous tutelle du wahhabisme du Qatar ou de l'Arabie saoudite à la place. Et les projets pour répondre justement à l'attente sociale qu'ont les jeunes dans les quartiers de ne pas trouver du travail sont à la fois aussi l'islamisation des esprits et de donner à ces jeunes qui sont très souvent des diplômés Bac plus 5, Bac plus 7, Bac plus 9 qui, eux, n'arrivent pas à trouver du travail en France, eux, ils leur apportent une solution, même s'ils vont les emmener au départ dans la cage dorée du Qatar, mais leur travail à l'inverse quand ils reviennent, c'est d'arriver avec ce qu'il faut comme prosélytisme et d'endoctrinement dans la tête pour que les quartiers et les régions soient bien sous domination de l'esprit et du prosélytisme islamiste. Et c'est pour ça que moi, il y a une chose qui m'a aussi interpellée dans votre livre, c'est ce fameux imam Tariq Oubrou, qui pour vous représente vraiment l'imam qui représente les valeurs républicaines, le respect des valeurs, qui est des valeurs républicaines et qui est le type même de ce qu'on pourrait appeler le bon imam en France, si on s'en rapporte. Mais vous ne le dites pas comme ça, mais ça sous-entend qu'on serait face à un bon imam. Bon, vous avez quand même l'honnêteté de rappeler son parcours avant de devenir le Tariq Oubrou qu'il était. Son parcours, voilà. Voilà, c'est de rappeler qui il était auparavant, qu'il était quand même au sein de l'UOIF, hein, que c'était oui, et il y est toujours, il n'a pas quitté l'UOIF, et aujourd'hui il se présente comme l'interlocuteur privilégié, et il se fait passer pour le bon samaritain, le bon imam ouvert à la lecture. Je vais faire une comparaison, c'est-à-dire on nous présenterait Tariq Oubrou comme un peu nos catholiques de gauche. Voilà. Si on devait faire une comparaison, est-ce que Tariq Oubrou pourrait être aujourd'hui comparé à ce qu'on appelle nos catholiques de gauche? Est-ce qu'il pourrait représenter ces catholiques, ces musulmans de gauche ou même de droite, s'il voulait être de droite, mais qui seraient capables vraiment de se retirer et d'avoir un œil critique réellement sur ce qu'est l'islamisme, tant en France qu'ailleurs, et dans les discours de Kardawi, et dans tout le discours qu'a l'UOIF en France? Alors, là, je suis un petit peu navrée, mais je vais dire que je ne suis pas totalement en phase avec vous sur la présentation de Tariq Oubrou. Bon, d'abord, il ne faut jamais me croire quand je pense que quelqu'un est l'avenir de quelque chose, puisque j'avais dit que Bouteflika serait l'avenir de l'Algérie. Donc, méfiez-vous. Non, j'ai l'impression que vous êtes en train de me parler de Chalgoumi et pas du tout de Tariq Oubrou, parce que Tariq Oubrou est un homme qui... il a été il est arrivé du Maroc. C'est un parcours extrêmement intéressant, et il est arrivé du Maroc et il a été l'un de ceux qui ont contribué à ce que j'appelle la deuxième révolution de 89,
c'est-à-dire la révolution du foulard à Creil, avec ces 3 jeunes filles qui se sont mises à arriver un jour en cours avec et qui ne voulaient plus l'enlever. Il raconte d'ailleurs extrêmement bien pourquoi et comment il voyait les choses à cette époque-là, et il parle lui-même de la façon, enfin il parle en privé, mais il a écrit des livres dont un que je vous recommande très très vivement, qui s'appelle Un imam en colère, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, et qui est un livre passionnant. D'ailleurs, tous les livres que Aubrou a fait, il n'a jamais fait de livre seul, parce qu'il a toujours un peu de mal, je pense, à synthétiser de façon rationaliste, française, sa pensée, mais il a toujours d'excellents contradicteurs qui arrivent très très bien à lui faire raconter ce qu'il souhaite raconter. Dans notre amie Leila Babès. Voilà, dans notre amie Leila Babès, mais qui, face à laquelle il défendait encore un point de vue par rapport auquel il a encore avancé. Parce que ce qu'il y a d'intéressant chez cet homme, c'est qu'il est passé d'une radicalité, je vais expliquer en 2 phrases pourquoi, à une conception, car c'est une vraie conception, de ce qu'il appelle l'islam de minorité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Autant je trouve que Chalgoumi n'offre aucun intérêt, autant Aubrou présente un vrai intérêt à la fois théologique et politique. Alors, qu'est-ce que c'est sa radicalité? Il était en fait un radical, un intégriste, et il a profondément évolué parce que, et je pense que le fait que ses parents aient été des instituteurs et directeurs d'écoles primaires laïques au Maroc, marocains bien sûr, n'y est pas étranger, il a progressivement compris, ayant été fécondé du point de vue intellectuel par le soufisme, ce qui est très important, puisqu'il a lui-même une influence énorme sur des gens comme Abdel Malik et tant d'autres qui expliquent que c'est grâce à Tarek Aubrou qu'ils sont sortis de l'islamisme et de la radicalité. Donc Tarek Aubrou a peu à peu compris que l'islam, en France, je n'aime pas beaucoup parler en termes génériques comme ça, mais que l'islam, qui est devenu une réalité française, ne peut plus se considérer comme il est partout dans le monde, c'est-à-dire une religion et une culture dominante, voire unique, et qu'il lui faut apprendre le statut minoritaire. Pour lui en plus, aujourd'hui, il considère que c'est une chance pour les musulmans d'avoir à apprendre ce statut de minoritaire qui pour eux est une révolution, j'allais dire communautaire, religieuse, théologique, quel que soit le niveau bien entendu. Pour lui c'est une chance extraordinaire que cela se situe dans le cadre de la démocratie, de la République et de la laïcité française. Parce que ça n'est pas à ses yeux apprendre un statut de minorité qui serait bafouée, qui serait rejetée, qui serait mise à l'écart, mais simplement d'une minorité qui, dans le cadre de la démocratie française, au sens le plus fort et le plus large du terme, se voit pleinement reconnue dans tous ses droits, mais qui comprend aussi pleinement quels sont ses devoirs par rapport à la nation. Donc c'est profondément un parcours de la différenciation et du rejet religieux par rapport à la société d'accueil vers, ces enfants sont absolument fantastiques, c'est une famille que je connais bien maintenant, on se voit beaucoup, donc c'est un parcours de cette radicalité-là vers réellement un islam, j'allais dire français, alors ce sont des très mauvais termes, mais finalement on ne sait pas très bien comment le dire. Et ce qu'il y a d'intéressant chez Aubrou, c'est qu'il est le grand imam de Bordeaux et qu'il a la chance d'avoir en face de lui un grand maire, oui, et probablement l'un des rares hommes d'État que compte notre pays. Et ce tandem, ce binôme, travaille dans cet état d'esprit avec toute la Fédération des musulmans de Gironde
Et nous retrouvons le problème du financement, puisque Aubrou, chez qui je suis allée passer 2 jours en octobre dernier, me disait « je vais être obligé de me tourner », il est à l'UOIF, il est frère musulman, il ne se cache pas d'être frère musulman. Il n'aime pas du tout Tariq Ramadan, ils sont en bisbille, c'est une personnalité particulière. Il me disait « je vais être obligé d'aller vers le Qatar, parce que je ne peux pas couvrir le financement de la grande mosquée, malgré l'aide de Juppé, sous la forme que nous avons dite, et le centre culturel, qui sera un très grand centre culturel, en effet, régional, mais au sens du quart de la France, je ne peux pas couvrir. Et il me dit, et j'en suis à inventer, alors donc du coup nous avons parlé de ça, de demander aux grandes entreprises françaises, donc là on rejoint ton sujet de tout à l'heure, aux grandes entreprises françaises, il me dit, je sais bien que ça a l'air farfelu, mais en leur disant, voilà quel est notre projet, nous le faisons, alors il me dit, on attend les élections, nous le faisons avec M. Juppé, contribuer au financement de notre mosquée et du centre culturel pour éviter que nous allions, c'est un frère musulman qui parle, pour éviter que nous allions, que j'aille vers le Qatar. Il est allé voir en Azerbaïdjan, etc. Nous sommes en plein dans la problématique, et c'est passionnant. Et voilà un homme, alors Oubrou c'est un théologien, il est reconnu, même si les musulmans qui ne l'aiment pas, les radicaux qui ne l'aiment pas, parce qu'il explique aujourd'hui beaucoup de choses sur le hijab, sur la visibilité de l'islam qu'il réprouve totalement, sur la notion du halal qui est totalement dénaturée, qui est étendue à tout aujourd'hui dans un esprit de clivage et de différenciation. Mais ce qui est absolument formidable, c'est qu'il est aussi aumônier des prisons. Il est au cœur de la problématique et lui-même ne sait pas comment en sortir. Et vous vous rendez compte que cet imam est en train de penser à aller vers les groupes industriels parce qu'il y a aussi la loi de 1905 et qui sait que Juppé ne peut pas aller au-delà de ce qu'il fait. On va commencer quand même, oui, parce qu'il nous reste beaucoup de temps. Et avec Alain. Alain, oui, tu présentes rapidement Alain. Alain Je vais le présenter très rapidement, mais Alain, on ne le présente plus. Je ne vais pas m'arrêter à présenter Alain sous les différents intitulés qu'il est et surtout le fait qu'il soit membre de ceci ou membre de cela. Mais je vais retenir aujourd'hui celui qui est d'actualité, c'est celui membre de l'Observatoire de la laïcité. Non, Justement. alors j'ai vous en dire là-dessus. voilà, justement, c'est pour ça. Pour moi, Alain Sexic, c'est l'humaniste laïque qui, tout au long de son parcours professionnel, que de son parcours militant, a semé les graines de la laïcité. Et il contribue depuis des années, je pense, à dessiller les yeux et à ouvrir les esprits tant de sa famille politique que des citoyens et des citoyennes. Et justement, sa contribution dans l'ouvrage Le Petit Précis de la laïcité, qui a été fait sous la direction d'Éric Ferrand, et qui est aux éditions de la République du XXIe siècle, est un livre qui a été préfacé par Robert Badinter. Et c'est un livre, un Petit Précis de laïcité aussi, que je vous conseille parce qu'il offre un panorama sur l'analphabétisme, voire l'illettrisme, quant au fondement de la République française, qui est la laïcité. Et justement, la préface de Robert Badinter est éloquente en ce sens, car à l'heure où certains invoquent parfois les droits humains pour combattre la laïcité, il faut rappeler haut et fort que la laïcité découle de ces droits fondamentaux reconnus à tous les êtres humains, la liberté et l'égalité. Alors, Alain Sexic, pourquoi cette équipe a choisi d'avoir intitulé « Petit précis de la laïcité » et où à l'intérieur on trouve 11 contributions, dont la tienne? À vrai dire, je ne connaissais pas le titre de l'ouvrage quand j'ai adressé ma contribution. Je l'ai découvert en le recevant. Donc je pourrais dire que petit, d'abord parce qu'il est petit, vous voyez, c'est un tout petit ouvrage. Précis, c'est parce qu'il s'efforce de l'être.
dans des temps de confusion qui entourent la laïcité. Puis la laïcité, c'est tout simplement parce que c'est l'objet même de ce petit ouvrage. Alors, Éric Fehr, en 2 mots très rapidement, c'est un ami de très longue date qui a été adjoint au maire de Paris chargé de l'enseignement. Il était élu dans le 11e voisin, là, juste à côté. Donc il m'a demandé cette contribution. J'aurais pu commencer ma contribution en disant, puisque ça porte pas uniquement sur l'école d'ailleurs, mais il y a une bonne partie qui concerne l'école, je suis parti de cette révolution de 89, la nouvelle querelle de la laïcité. Vous pensez que c'était réglé depuis longtemps. J'aurais pu commencer en disant que si je me sens bien à la CB, dans ce quartier, c'est que j'ai commencé comme instituteur à Belleville, il y a longtemps, dans les tout début des années 70. Et quand j'ai commencé comme instituteur à Belleville, vraiment, nous ne parlions jamais, jamais de laïcité. Ça ne nous venait même pas à l'esprit d'aborder cette question. Nous n'avions jamais de discussion sur... Tu étais toi-même institutrice à la Tienne. Et à Maroni. Et voilà, tu étais là. Aucune, toi aussi. Nous n'en parlions pas dans ces années-là. Nous avons commencé à en parler et à en reparler autour, effectivement, de 89. Un petit peu avant, sous l'effet notamment de la réflexion, mais je ne vais pas en parler, je l'indique juste pour mémoire, sous l'effet de la réflexion particulière concernant la scolarisation des enfants d'origine étrangère, arrivant de l'étranger, ne maîtrisant pas la langue française, etc. Donc on a créé un certain nombre de dispositifs à ce moment-là, et qui, pour justifier leur spécificité, sont allés, au fil des années, je dirais, traquer la différence pour l'ériger comme ça en valeur suprême. C'était le temps, le moment où on parlait du droit à la différence, etc. Et nous mettions en exergue ces différences. C'était d'autant plus problématique à l'école que s'il y a une chose que les enfants aiment, c'est être considérés comme tout le monde et pas être mis en avant du fait de leurs particularités les uns les autres. Or, il était fréquent, quand un enfant arrivait, je me souviens très bien, un enfant antillais qui arrivait dans une classe de CE2, ah c'est formidable, on accueille notre petit camarade, alors tu viens d'où exactement, tu vas nous parler de ton village, de la faune, la flore, etc. Il était comptable immédiatement d'une culture immémoriale qu'il devait immédiatement traduire, faire connaître à ses camarades, etc. Bon. Et ça, c'est une des mesures emblématiques de cette période-là, qui perdure encore aujourd'hui. Ce sont les cours de langue et culture d'origine, financés là par les pays d'origine des immigrés, à destination des enfants ressortissants à la 2e, 3e, voire 4e génération de tel ou tel pays d'émigration. Et donc voilà une mesure qui, au lieu de rassembler à l'école de tout le monde, avait tendance, au contraire, pour effet de différencier les enfants les uns des autres. J'arrête avec ça. Donc nous n'en parlions pas, on en a parlé beaucoup depuis 89, et en 89, personnellement, c'est là où j'ai commencé à travailler au Fonds d'action sociale. Le ministre de tutelle à l'époque était Claude Évin. J'en parle parce que voilà un ministre qui, au moment où tout le monde était un peu perdu, quoi, personne ne savait exactement quelle attitude tenir par rapport à l'apparition de ces voiles dans le collège de Creil, lui il a essayé de comprendre, contrairement à Lionel Jospin qui a joué le bunker, vraiment. Personne n'était consulté. Si Claude Allègre était consulté, son conseiller spécial, qui lui n'écoute personne. Donc c'était vite vu, et Claude Allègre avait expliqué à quelques-uns d'entre nous, nous l'avions rencontré quand même à ce moment-là, mais il ne nous a absolument pas écouté, que cette affaire, regardez la clairvoyance, la clairvoyance politique de Claude Allègre, nous l'avions rencontré vers la fin octobre 89, l'affaire de Creil a débuté en septembre 89, mi-octobre, fin octobre, je sais comme ça, bon bref. C'est juste avant les petites vacances de la Toussaint. Et il nous a dit, mais qu'est-ce que vous en faites? Ça ne passera pas les vacances scolaires, vous allez voir ce que je vous dis, on n'en parlera plus au retour des vacances. Et oui, on a vu. Claude Évin est un ministre qui lui a essayé de comprendre. Tous les soirs, dans son bureau, il y avait des gens qui venaient de partout,
des associatifs, etc. Je me souviens avoir croisé Benjamin Stora, par exemple, dans son bureau, mais bien d'autres, des militants laïcs, tout le monde allait il essayait de comprendre. C'était sa formation aussi de travailleur social, il était éducateur de rue, donc il avait vraiment besoin de comprendre. Mais bon, il a vite été court-circuité, il a fallu arrêter ses réunions dans son bureau, puisque le ministre de l'Éducation nationale a parlé. Il a dit dans une même phrase une chose et son contraire, qu'il était laïque de toute éternité, qu'il fallait essayer de convaincre ces jeunes filles de ne pas venir avec leur signe d'appartenance particulière, mais si on n'arrivait pas à les convaincre, il fallait les garder de toute façon dans les établissements parce qu'elles étaient mieux là qu'ailleurs, dans un établissement confessionnel ou autre. Et pourquoi? Moi, dès ce moment-là, nous étions nombreux à dire, enfin quelques-uns, pas nombreux, quelques-uns à dire qu'il n'y avait aucune raison que des écoles privées confessionnelles existent pour les catholiques et les juifs en France. Les protestants ont fait un autre choix, mais seule école privée protestante existait, c'était l'école alsacienne. On sait bien que depuis, ça a un tout autre statut. Mais après tout, il n'y avait aucune raison qu'il n'existât pas d'école privée musulmane en France. D'ailleurs, il en existe quelques-unes aujourd'hui. Bon, après tout, c'est normal. Alors moi, je voudrais revenir sur quelques mots dans le prolongement de ce que disait Elisabeth Chemla. Moi aussi, il m'arrive d'être très pessimiste. Oui, il faut le dire. C'est-à-dire, ça dépend des jours. Et des fois, même, ça dépend des heures. D'une heure sur l'autre, je peux changer, parce que d'une heure sur l'autre, je peux avoir une bonne nouvelle qui succède à une nouvelle catastrophique. Avant de venir, ce qui explique en partie mon retard, j'ai reçu un mail d'une collègue inspectrice de l'Éducation nationale en Seine-Saint-Denis qui me rapportait cette situation qui s'est produite dans une école. Quel jour sommes-nous mercredi? Hier, donc. Un père d'élève s'est présenté dans l'école primaire de sa fille, qui est en CE1, je crois, au moment où la classe devait aller à la piscine. Et il a exigé, cet homme, qui est présenté en djellaba, sur la tête, etc., la barbe, etc., il a exigé d'accompagner la classe en sortie, parce qu'il voulait voir ce qui se passait avec sa fille à la piscine. Comme si c'était un droit, comme si c'était un dû même, que des parents puissent accompagner les sorties scolaires. Il y a une telle confusion sur cette toute petite chose, hein, que vous en avez entendu parler, qui concerne non pas l'accompagnement de leur enfant par des parents en sortie scolaire, mais l'encadrement de classes entières en activité pédagogique en dehors de l'école. C'est ça la définition exacte. Donc évidemment, nous demandons, je me souviens que l'ACB avait signé un texte aussi que nous avions fait paraître dans Libération en 2007, disant que les parents qui accompagnaient les sorties scolaires se devaient à la neutralité laïque à partir du moment où ils étaient dans cette situation particulière, collaborateurs occasionnels du service public d'éducation. Mais la confusion, elle est à gauche en grande partie, c'est la gauche qui l'a insufflé, qui a initié ces temps de confusion en 89, avec les atermoiements de Jospin, la défausse sur le Conseil d'État, etc. Mais elle a gagné la droite terriblement. Sur cette simple question de l'accompagnement des sorties scolaires, le seul à droite qui s'est montré à la hauteur et clair, c'est Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. On a eu des propos de François Fillon déjà à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il a réitéré quand il était Premier ministre, disant qu'il ne fallait surtout pas humilier les mères et leurs enfants en les refusant dans les sorties, que ce n'était pas un problème. On a eu Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui nous a dit il faut voir, ça dépend des situations. C'est-à-dire que dans certains quartiers, on peut les accepter, dans d'autres, on ne peut pas les accepter. Mais qu'est-ce qu'il entendait par là? Qu'est-ce qu'il entendait? Ça voulait dire que là où le rapport de force est tel, là où elles sont nombreuses, les femmes voilées, il faut les accepter, parce que c'est la réalité de la population. Donc à Bobigny, il faut les accepter, et puis les refuser à Neuilly. Il aurait encore suggéré l'inverse, qu'on les accepte à Neuilly, qu'on les refuse à Bobigny. On aurait presque pu le suivre. Mais voilà ce qu'il nous a dit, Claude. Donc la confusion, elle a gagné la gauche et la droite. Quand vous voyez ce qui s'est passé autour de Babilou, à part Valls, on les cherche, en tous les cas à gauche, les élus, à l'époque il était député maire d'Évry,
on les cherche, ceux qui ont défendu la crèche Babylou, à droite aussi très peu, et je vais vous dire, François Fillon a fait un texte excellent, que personnellement j'aurais pu signer, dans Le Monde en 2012, je crois en mai ou juin 2012, pour défendre la crèche Babylou. Oui, mais quand il était Premier ministre, donc mai-juin 2012, c'est bien, en juin 2012, c'était peu de temps après l'élection de Hollande, oui. Mais quand il était Premier ministre, quelques mois avant, disons un an avant, au Haut Conseil à l'intégration, c'est pas l'Observatoire de la laïcité, c'est le Haut Conseil à l'intégration, j'étais membre, si ça vous intéresse, je vous en dirai le mot après, nous avions en en septembre 2011, nous avions rédigé un rapport sur la neutralité religieuse dans l'entreprise, où nous parlions notamment de Babylou, contrairement à la HALDE, qui avait soutenu la salariée voilée qui s'était tournée vers elle, au HCI, nous avions défendu la direction. Donc on nous opposait, et on s'opposait dans les faits. Quand nous avions remis au Premier ministre en septembre 2011 un rapport sur la laïcité, enfin, la neutralité religieuse dans l'entreprise, avec tout un développement sur Babylou, nous avons eu droit à un haussement d'épaule de la part du Premier ministre. Et un mois après, à une lettre du directeur de cabinet de ce Premier ministre, nous disant on vous remercie, mais enfin c'est pas le sujet. Il n'y a pas de quoi pesantir là-dessus. Non, vous voyez d'autres sujets, mais l'entreprise non. De la même manière, on a aujourd'hui, je vous le signale parce que ça va monter dans les jours qui viennent, non, mais enfin dans les mois qui viennent, on en entendra parler. Il y a un phénomène nouveau qui se développe dans un certain nombre d'établissements scolaires, à Paris comme en Seine-Saint-Denis, peut-être ailleurs. En Seine-Saint-Denis, depuis 3 ans, en particulier dans un lycée à Saint-Ouen, ça a donné lieu à un article dans la revue Hommes et Migrations, je pourrais vous donner les références tout à l'heure, d'une jeune agrégée d'anglais qui y travaille, qui s'est faite menacer d'ailleurs, localement par des associations islamistes, le phénomène des longues robes. Ce sont des jeunes filles, des lycéennes qui se présentent avec des longues robes, dites abaya, donc et tous les jours. Au début, dans ce lycée à Saint-Ouen, c'était une fois par semaine, et disait-elle, c'est parce que ce soir, c'est le vendredi, ce soir on va à la mosquée, donc pour pas avoir à changer, on la met, bon, alors on fermait les yeux, puis quand c'est devenu tous les jours et que ça a gagné une quinzaine d'entre elles dans l'établissement, la proviseure qui, elle-même au demeurant, est d'origine berbère algérienne, avait fait venir ces jeunes filles dans son bureau, avait expliqué que non, une tenue par laquelle on manifeste une appartenance religieuse comme la leur, ça n'avait pas le droit de citer aujourd'hui dans un établissement scolaire depuis la loi du 15 mars 2004. Eh bien, cette proviseure, ce jeune professeur d'anglais, une grande partie des enseignants de l'établissement, ont été désavoués par le rectorat de Créteil, qui ont dit mais non, c'est une tenue culturelle. Allons, vous n'avez rien compris, c'est pas une tenue culturelle, c'est une tenue culturelle. Comme si les abayas étaient en vente à l'Institut du monde arabe, au Centre culturel algérien ou à l'Association de culture berbère. Franchement, on les trouve sur les sites islamistes. Et en particulier financés par l'Arabie Saoudite, en effet. Voilà, les abayas, voilà où elles sont recommandées. Donc là aussi, grande confusion, et je peux suivre Elisabeth, quand elle dit... La piscine. Comment? L'anecdote. Ah, j'ai pas fini avec la piscine. Donc, il a demandé à accompagner la piscine, donc ça c'est désolant, mais la directrice a bien réagi, a contenu cet homme, bon, jusqu'à quand, parce que ça n'est pas si facile dans certaines situations, soutenu par l'inspectrice qu'elle avait jointe à ce moment-là, donc il n'y est pas allé. Mais, ajoute cette inspectrice de mes amis, la pression est de plus en plus vive dans certains quartiers, de plus en plus forte, et on ne sait pas jusqu'à quand et comment. Il peut y avoir un incident un jour, un gros clash, puis on se dira, ah oui, et effectivement, cette manie qu'on a, enfin cette manie, de réagir toujours tardivement. On a, en 1989,
au moment de la première affaire de Creil, qui n'est pas la première. Si j'ai 2 minutes, tout à l'heure j'en parlerai. Parce que, enfin, je le dis tout de suite, il y en a eu avant des voiles dans des établissements. J'étais bien placé, j'étais formateur dans un centre pour la scolarisation des enfants de migrants à Paris, et nous savions qu'il y avait en particulier dans des classes d'initiation au français des élèves qui venaient en portant un voile. On les a réglés sans difficulté aucune. En 1985, soit 4 ans avant l'affaire de Creil, au collège Pasteur de Créteil, c'est pas Creil, Créteil, collège Pasteur de Créteil, 4 ans auparavant, 85, 2 collégiennes se présentent avec un voile. Immédiatement, l'équipe enseignante, la direction disent non, non, c'est pas possible, elles tiennent bon, les parents, donc ils décident d'inscrire au règlement intérieur, d'intégrer au règlement intérieur de leur établissement un article disant que les signes manifestant une appartenance religieuse sont interdits dans l'établissement, dans la laïcité, etc. Donc ils font ce que font les enseignants, ils écrivent à leur inspecteur d'académie, lequel, ça devait être en octobre 1985, et début octobre. L'inspecteur d'académie, oulala, le sujet est sensible, il en réfère au recteur de l'académie de Créteil. Le recteur dit, plus prudent de demander l'avis du cabinet du ministre. Donc, ça arrive au cabinet du ministre, mais vous voyez, 1 mois après, la réponse arrive du cabinet du ministre. Ça veut dire que le ministre, c'était Jean-Pierre Chevènement à ce moment-là. Et la réponse a été claire, nette, précise. Vous pouvez inscrire dans le règlement intérieur. Le recteur était très fier d'écrire à la principale, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la réponse du ministre à votre demande est positive, soulignée de sa blanche main, etc. En 1 mois, ça a été réglé. En 1 mois. Ce qui est assez rare, hein, quand on envoie un courrier au ministre d'avoir une réponse. Non, on en avait réglé les situations. Et puis là, tout d'un coup, voilà, la confusion totale, et on en paye encore les conséquences. Et donc, sur l'accompagnement scolaire, la prise de conscience n'est pas encore nette aujourd'hui, il faut attendre qu'il y ait des problèmes. Moi, j'ai vu de mes yeux vus, c'est pas pour rien que je citais Bobigny, j'y ai travaillé à l'inspection académique, là-bas de Seine-Saint-Denis, j'ai vu de mes yeux vus une classe d'élèves de moyenne section de maternelle encadrée par 6 mères d'élèves voilés. Ben, quand même, vous vous dites, est-ce que c'est l'image de l'école de la République qu'on veut donner? C'est tout, c'est simple. Parce que s'il y en a 2, il peut y en avoir 6, et puis il peut y en avoir de toute confession, il peut y avoir de... etc. Moi, je suis contente que tu apportes ce problème-là, parce que chez nous, à l'ACB, c'est une grande discussion, et je sais que on se frite très souvent à l'ACB sur cette histoire de l'accompagnement et de l'encadrement des sorties scolaires, parce qu'il y a toujours l'argument « mais ces pauvres mamans, si on ne les sort pas de chez elles, elles verront jamais le monde ». Et je suis comme toi, Alain, je dis « elles ne sont pas là pour accompagner leurs enfants, elles sont là pour encadrer un projet de pédagogie ». Non mais je reprends la parole très rapidement. D'abord, on ne se rend pas compte des effets que peut produire une position claire et ferme. Moi, j'étais inspecteur de l'éducation nationale à Pantin pendant plusieurs années. J'ai préconisé la fermeté, mais en même temps, évidemment, le dialogue, parce que quand on dit fermeté, la plupart des bien-pensants entendent fermeture, hein, franchement. Et donc là, non. On peut être ferme et dialoguer, c'est-à-dire expliquer sa position. Et moi, je demandais aux directeurs et directrices d'école de dire aux parents d'élèves, ça n'est pas la personne qu'on refuse, c'est le signe. Si vous l'ôtez le temps de la sortie, il n'y a pas de problème. Et nous avons eu des mères d'élèves qui l'ont ôté sans difficulté. Et je peux même vous dire que pour l'une d'entre elles au moins, parce que je n'ai pas fait d'enquête évidemment, et les choses me sont venues par une autre mère d'élève avec qui j'avais de bonnes relations, elle m'avait dit, vous savez, pour... telle mère d'élève, ça a été important pour elle, parce qu'elle a pu dire chez elle, j'accompagne la classe du petit, mais il faut que j'enlève le voile. Pour elle, c'était important qu'elle puisse se poser à son mari. Mais les personnes, je termine juste là-dessus, d'autres, il y a des mères d'élèves qui peuvent se sentir parfaitement humiliées, justement celle qui m'a rapporté le propos de l'autre mère, c'était ce jour-là qu'elle m'a dit que pour elle-même, ça avait été très violent, parce que son fils, un jour, rentre de l'école, en lui disant... La maman de Karim, elle nous a accompagnés en sortie, elle porte un voile, c'est une bonne musulmane, toi tu ne le portes pas, tu n'es pas une bonne musulmane. Qu'est-ce qui est humilié? Cette humiliation-là, elle vaut quoi? On en fait quoi? Parce que ce qui lui posait problème à cette mère, encore une fois, c'est pas d'avoir cette discussion avec son fils, pour tout c'est normal d'avoir des discussions avec ses enfants, même sur des sujets de ce type. C'est que le propos de son fils lui viennent par l'école, et d'une certaine manière soit justifié par l'école, soit validé par ce qui s'était passé à l'école. C'est ça qui est un problème.
Moi, je n'en veux pas spécialement, je vais vous dire, ça peut choquer, j'en veux pas aux militants islamistes. Après tout, ils font leur boulot de militants. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je ne vais pas leur mettre sur le dos. Moi, ce qui me pose problème, c'est la faiblesse de la réaction de ceux qui ont à leur faire face, qui ont à incarner les principes de la République, qui ont à incarner la laïcité. C'est ça ce qui se produit depuis 89. Il y a une phrase que j'ai retrouvée en lisant, je ne sais plus quel article un jour, une phrase d'Einstein, alors je l'ai relevée. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent agir sans rien faire. C'est exactement ça. Voilà ce qu'on a fait. Et juste pour prolonger, parce que cette date de 89 est très importante, c'est qu'en fait, c'est tout le système qui s'est défaussé. C'est très intéressant, j'ignorais tout à fait ce que tu racontais tout à l'heure sur 85, sur ce lycée Pasteur. Mais, et vous allez voir comment on arrive à l'actualité d'aujourd'hui. Quand Jospin se retourne vers le Conseil d'État, et il se retourne vers le Conseil d'État, et c'est un jeune conseiller d'État qui va faire le fameux avis, qui va rédiger le fameux avis. Et ce jeune conseiller d'État s'appelle M. Thierry Tuot. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, l'avis du Conseil d'État introduit la cassure fondamentale avec le système hanté, c'est-à-dire que le politique se défausse de la responsabilité, de l'autorité et de ce qui doit être dit sur le sujet, sur chacun des chefs d'établissement, qui est donc livré à lui-même. C'est-à-dire que son autorité de tutelle, ou ses autorités de tutelle, du rectorat au gouvernement et à l'État, lui disent « tu te débrouilles ». Alors bien entendu que chacun va se débrouiller en fonction de la population qu'il a autour de lui dans le quartier, dans l'établissement scolaire, au point d'ailleurs que quand certains se montrent fermes, non seulement ils sont désavoués très souvent par leur autorité de tutelle, mais les associations musulmanes payent les procès que font les parents aux directeurs d'établissement, qui obtiennent ainsi, je parle des parents, la réintégration et l'acceptation notamment du hijab pour leurs filles. Et ce qui est très intéressant, donc on retrouve Thierry Tuot dans le fameux premier rapport et dans les rapports d'aujourd'hui, puisque c'est toujours la même équipe, donc toujours la même idéologie, car il s'agit quand même bien d'une idéologie. Il faut voir par quoi, vous permettez, je voudrais juste vous le lire quand même, parce que je crois que rien n'est compréhensible de tout ce qui se passe. Monsieur Thierry Tuot, donc rapport il y a l'année dernière, hein, vous vous souvenez, et puis à nouveau les 5 rapports d'aujourd'hui qui expliquent qu'il faut reconnaître le caractère historiquement oriental de la France. J'essaye de trouver, je voudrais juste vous dire comment commence le rapport contre lequel Valls avait mis sa démission dans la balance contre Ayrault, qui a été obligé du coup d'annuler la conférence de presse qu'il voulait faire et qui a annulé à l'époque le rapport. Voilà pourquoi il est revenu. Le rapport remis au Premier ministre par M. Tuot. Écoutez bien, parce que quand même ça vaut le déplacement. Et plus que tous, l'étranger, superbe aux yeux profonds, à la démarche légère, aux lèvres mi-closes, toutes frémissantes de chant. Bon, alors un jour, il y aura aussi à faire un livre courageux sur les réseaux homo et sur l'importance qu'ils ont dans tout le problème qui nous occupe, car ils ont une place importante. Mais ça s'est reproduit, ce que je racontais dans la foulée de tout ce que tu nous as expliqué, ce que je racontais sur 89, on l'a retrouvé une deuxième fois avec Sarkozy en 2003, avec la création du CFCM. Exactement la même chose. C'est-à-dire que là où nous l'avions eu pour l'autorité de tutelle par rapport aux établissements scolaires et à leurs dirigeants, on l'a retrouvé, mais alors vraiment le test de Rorschach, on l'a retrouvé avec Sarkozy à la création du CFCM. Comme il
il faut bien qu'il trouve une façon de faire une représentativité. Il fait donc, comme vous le savez, une représentativité de ceux qui tiennent les mosquées, enfin, qui étaient à l'époque des lieux de culte, garages, appartements, caves et autres, au mètre carré, sortent de là vainqueurs tous les mouvements islamistes possibles, y compris le tabliq, etc. Et à partir de là, ils ne demandent non seulement rien en échange de cette reconnaissance d'un islam français officiel, mais c'est vous débrouillez avec ça. Et donc on a sur l'ensemble du sujet, on a depuis 30 ans bientôt maintenant, même plus, non 89, oui, 89, ça fait 8, là. On est à pas très loin de 30 ans. 30 ans des autorités, de l'autorité, je reprends un thème que j'ai vu ici, de l'autorité qui se défausse entièrement de sa responsabilité. Et quand ça devient un système général, vous avez beau avoir un ministre qui vous fait un cocorico sur une charte qui fait installer dans les écoles, Alain, je crois qu'on sait ce qui se passe avec cette charte de la laïcité dans les écoles, c'est du pipeau, c'est de la gesticulation. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà pourquoi nos pessimismes quand même se rejoignent un peu. Voilà, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va donner un peu vous donner la parole. Mais avant, je voudrais dire d'autres mots sur ce que je viens d'entendre. La première chose, c'est que je crois qu'il n'est pas très difficile de constater qu'il y a une montée de l'islamisme en France. C'est-à-dire quand on compare au début des années 80, etc., la première affaire du voile, et aujourd'hui, le contexte n'est plus du tout le même, d'ailleurs ni en France ni dans le monde, puisqu'il y a une montée de l'islamisme qui est due à des facteurs très différents, à la fois d'ordre géostratégique, mais aussi d'ordre interne à chaque pays, etc., sa composante, il y a des facteurs très complexes. Ce que je voulais juste dire, c'est que il y a effectivement une montée de l'islamisme, mais comme il y a des islams, il y a aussi des islamismes. Quand je dis islamisme, c'est-à-dire cette forme politique et radicalisée de l'islam, il y a une forme salafiste, wahhabiste, qui est avec son prolongement naturel, qui est le djihadisme, qui aujourd'hui trouve une certaine résonance en France, après avoir échoué dans certains pays comme l'Algérie, je veux dire, en partie, pas parce que, en partie parce que c'est un autre processus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour préserver la laïcité en France, pour combattre pour la laïcité, il est nécessaire à la fois de prendre des lois, de ne pas faire des concessions comme ça a été fait, etc. Mais il faut aussi savoir que l'islamisme et l'islam sont deux choses différentes, même s'il y a des passerelles extrêmement, et que les mouvements islamistes aujourd'hui qui mettent en péril la laïcité en France ne sont pas représentatifs de la grande masse des gens, ce que Maxime Rodinson appelle les musulmans sociologiques, c'est-à-dire des gens qui ne pratiquent pas, qui sont... voilà. Donc il y a une question, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le succès, et c'est valable pour l'Algérie, le succès des islamistes, des sergents recruteurs du salafisme, est basé aussi sur l'exaltation des frustrations sociales. Car la question sociale qui reste posée, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Il y a aussi cette question-là. Si les salafistes promettent le paradis à la fois ici et en haut. C'est-à-dire, ce discours porte quand il y a une situation d'exclusion, etc. Donc, dans cette réflexion-là, à mon avis, il faut inclure ça. Et pour revenir à l'histoire du voile, des mères qui accompagnent, etc., moi je crois qu'il faut distinguer quand même les cas des filles qu'on voit dans les lycées, les collèges, etc., qui mettent le voile pour défier et juger de la porosité de la réaction. Et on voit bien que c'est vraiment, si vous lâchez le doigt, on vous prend la main, quoi, je veux dire. Ça se pose comme ça, je veux dire, c'est des défis qui sont lancés avec
des mamans qui portent le voile parce que le port du voile n'a pas le même sens, pour l'une ou pour l'autre. Bon, maintenant que l'éducation nationale ne soit pas capable d'engager des gens spécialement pour ce type d'activité et laisser les maires ne pas s'occuper d'encadrer ce genre de choses est une chose que personnellement je pense que c'est la bonne solution, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les impliquer là-dedans. Mais de là à dire à une maman qui porte une forme de voile, moi je pense au foulard kabyle par exemple, il y a des mamans qui portent le foulard kabyle, on va pas leur dire, enfin à mon avis, il faut de la pédagogie. Alain Sexig a dit qu'il faut à la fois discuter et en même temps être ferme. C'est-à-dire être ferme sur les principes, mais en même temps essayer quand même de comprendre les voilà, je m'étais promis de ne pas beaucoup parler. On va donner peut-être la parole, prendre quelques questions.